Donc, merci de me réinviter. C'est aussi un plaisir d'avoir ce lien régulier avec vous. D'une certaine manière, même vous êtes là pour ça, pour qu'on ait des liens réguliers, qu'on ait des échanges réguliers, et vos remarques, vos avis, vos idées, évidemment, nous intéressent et m'intéressent. Alors, le nombre de points que tu as soulevés est quand même extrêmement vaste. Donc on peut y passer la nuit. Donc j'espère que vous n'avez rien prévu en deuxième partie de soirée, parce que ça fait beaucoup de questions. Alors j'ai envie ce soir plutôt quand même de rester pour une fois, parce que c'est un exercice qu'on fait assez peu, plutôt sur les dimensions internationales. On aura d'autres occasions encore, je pense, de revenir sur l'aspect plan climat au niveau de notre métropole. J'en dirai deux mots sur l'état d'avancement, mais je trouve intéressant qu'on ait pour une fois un exercice, si vous en êtes d'accord, où on se pose la question de l'action d'une collectivité, d'une ville européenne plutôt grande, mais enfin qui n'est pas non plus une des grandes capitales européennes, sur les dimensions internationales. C'est-à-dire, c'est un peu cette idée de diplomatie des villes dont on en parle ici et là, mais on voit pas obligatoirement comment finalement ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là, et y compris il y a un petit peu d'argent public qu'on met là, qu'on met pas ailleurs. Est-ce que tout ça est efficace? À quoi ça sert? Donc j'ai envie plutôt ce soir de revenir plutôt sur ces dimensions. C'est de comprendre un peu la situation internationale et donc les perspectives derrière, mais aussi voir, parce que je crois que c'est un vrai sujet pour un conseil de développement d'une grande ville, comment intervient une grande ville dans les questions globales, donc c'est-à-dire finalement c'est penser local, agir global, et à quoi ça sert et comment on fait. Voilà, donc je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus. Alors, on parlait en introduction du fait que le débat a un peu changé de nature en France depuis Copenhague. Il faut dire qu'on a un des grands gourous du climato-sceptisme en France. Je sais pas pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe, mais de fait, c'est une vieille tradition française. Donc je parle évidemment d'Allègre, de Courtillot aussi, et je voudrais juste dire en introduction que c'est assez étonnamment une niche de communication qui, depuis pratiquement une trentaine d'années, est toujours occupée par un homme des sciences de la Terre, parce que si vous vous rappelez bien, c'est pas si vieux, mais Arum Taziev a exercé exactement la même fonction quand on a commencé à parler de réchauffement climatique il y a maintenant 20-25 ans, et à peu près avec le même discours. Et c'est une spécialité des sciences de la Terre française que de donner des éléments au climato-sceptique. Je voudrais juste dire, alors on va pas rentrer dans le discours d'Allègre. Je crois que vous avez dû voir qu'il y a quand même une interpellation forte du ministre par je dirais la communauté scientifique. C'est un texte signé par plus de 400 scientifiques disant écoutez, là ça suffit. Il sort du cadre de ce qu'est le débat scientifique, du respect entre scientifiques. Il faut que vous interveniez. Donc c'est quand même 400 scientifiques qui ont signé ce courrier au ministre, et la ministre a répondu en demandant à l'Académie des sciences de se saisir de la question. Donc j'attends moi l'audition peut-être d'Allègre devant l'Académie des sciences pour qu'on comprenne bien aujourd'hui l'approximation de son discours. Je voudrais juste dire qu'à Copenhague, ça n'était pas la question. C'est-à-dire à aucun moment à Copenhague, la question de la réalité ou non du réchauffement climatique n'a été présente dans le débat. C'était pas le débat. C'est-à-dire, il y a une structure mise en place par l'ONU qui s'appelle le GIEC, qui n'est pas l'amicale des réchauffistes, comme on a tendance un peu à nous la présenter. Non, qui est une structure mise en place par l'ONU, rassemblant la totalité de la communauté scientifique internationale et rendant un rapport tous les 4-6 ans qui est une synthèse de la totalité des études scientifiques faites pendant la période.
Donc les conclusions du rapport du GIEC ne sont pas les conclusions de ceux qui sont convaincus qu'il y a un changement climatique lié à l'activité humaine. Les conclusions du GIEC, c'est la synthèse de toutes les études scientifiques de la période, et la totalité le dernier rapport du GIEC en 2007 qui fait cette synthèse dit clairement oui, le réchauffement a une origine en grande partie, alors avec des fois des légers bémols, et c'est là-dessus qu'Allègre et Courtillot trouvent toujours les brèches, mais oui, le réchauffement est d'origine humaine, et oui, ce réchauffement est extrêmement inquiétant, et même s'il peut y avoir des erreurs factuelles ici et là, même des erreurs de traduction, et que, évidemment, dans une production aussi immense, on va toujours trouver une virgule qui n'est pas à la bonne place et une erreur d'approximation à un moment ou à un autre, mais ça ne change rien au sens du travail de la communauté scientifique et des conclusions qu'elle met aujourd'hui sur la table des décideurs. Et donc à Copenhague, il n'était pas question de climato-sceptisme. Et c'est un débat quand même relativement français, qui a lieu aussi aux États-Unis, on le sait, où il y avait eu une étude que je trouve intéressante il y a quelques années, qui faisait un peu le bilan des articles pro et anti pro et anti raison humaine du réchauffement, et on arrivait pratiquement à 50-50 dans la presse, et quand on passait dans les publications scientifiques, on était à 100% de publications qui disaient oui, il y a une raison humaine au réchauffement. Donc il y a un grand biais entre le débat public, grand public, et la réalité des conclusions des scientifiques. Donc ça n'est pas le débat. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de débat. Et que le drame, finalement, de ce débat-là, c'est qu'il empêche le vrai débat. C'est-à-dire, le vrai débat, c'est Houston, we have a problem. Qu'est-ce qu'on fait face au problème? Parce que là, il y a de vrais débats, de stratégies, de priorités. Quelles priorités on se donne, où on met l'argent, quelles sont les conséquences sur nos modes de vie, est-ce qu'elles sont importantes, pas importantes? Il y a des tas de débats derrière. Mais tant qu'on passe notre temps sur un faux débat qui est la réalité ou pas de ce réchauffement, eh ben, on ne rentre pas dans le vrai débat public et politique qui devrait aujourd'hui nous accaparer. Donc ça, c'est un peu pour l'introduction, pour justement, on ne passe pas notre soirée là-dessus, sauf si vous voulez y revenir. Je pense qu'on aura de toute manière des temps de débat. Quand ça fait boum boum et que j'appuie, ça fait un peu jeu vidéo. Les flèches, la même religion. Non, ça fait le même bruit. Hein. Là, c'est exactement le même. Je le reconnais à l'oreille. Il n'a pas aimé. C'est voilà, ça y est, je suis. C'était une belle image. Moi, je la mets je la mets souvent. Voilà, elle est partie. C'est pas grave. Donc, alors, on va passer sur toute la première. Non, je sais pas. Débloquer ou ça rebloque? On en a que 2, 3, voilà, 4, on va 5. Oui, je vais passer tout ça. Tout ça, c'était la première partie que je vous ai fait rapidement. Et là, on va attaquer là. Parce que pour comprendre Copenhague, je vais pas vous assommer de chiffres et de croquis, mais il en faut quand même quelques-uns. Le premier, c'est de bien comprendre l'emballement sur les émissions. Et ça, je trouve que vous avez là une image qui le dit de manière forte. On est aujourd'hui à peu près à 8 milliards de tonnes carbone émises dans l'atmosphère. Alors, des fois, on parle de tonnes carbone, ça aide pas le débat, des fois de tonnes CO2. Un coef 6-7 à peu près. Donc, soit on dit 8 milliards, soit on parle d'une quarantaine de milliards. Dans un cas, on est en tonnes carbone, dans l'autre, on est en tonnes équivalent CO2, en tonnes CO2. C'est là qu'est la différence. Mais globalement, on voit que depuis 1900 et surtout depuis 1950, on a un emballement des émissions liées évidemment à des sociétés du tout pétrole et du tout charbon. Les grandes sources d'émissions de gaz carbonique sont là, et on voit bien qu'à partir des années 50, on a eu une croissance exponentielle. Hein, avec donc les combustibles d'origine fossile. On a aussi, c'est ce qui est en jaune,
une augmentation des émissions liées à l'utilisation des sols, qui est un élément important de la négociation internationale. Alors, il faut quand même imaginer que c'est une négociation extrêmement technique. C'est pas qu'une négociation politique comme ça, comme on l'a un peu focalisé dans la présentation médiatique. Non, c'est une négociation extrêmement technique, et que l'évolution de l'usage des sols, la déforestation, les types de techniques agricoles ont aussi contribué beaucoup aujourd'hui, soit aux émissions, soit à l'absence de captation du CO2. Mais le chiffre important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à 8 milliards de tonnes de carbone, alors que les scientifiques nous disent globalement la capacité terrestre d'absorption, le point d'équilibre, c'est plutôt 4 milliards. Donc c'est 2 fois trop aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a eu sur la négociation des Kyoto l'idée aussi d'un facteur 4, c'est-à-dire la division par 4 des émissions dans les pays industrialisés. Alors vous allez me dire, mais non, il faut diviser par 2. Non, l'idée c'est de diviser par 4 dans les pays industrialisés pour permettre aux pays du Sud de poursuivre une croissance qui est obligatoirement aujourd'hui une croissance en partie carbonée. Et donc c'était pour laisser cette marge-là aux pays du Sud qu'on est à Kyoto parti sur l'idée qu'il fallait un facteur 4 de division de nos émissions chez nous, ce qui est absolument considérable, surtout quand on voit à quel point on est toujours dans une logique de croissance rapide des émissions. Donc ça vous donne l'idée, et ça je crois qu'il faut le dire fortement, de l'importance de l'effort qui est sur la table. C'est pas le débat qu'on a eu par exemple sur les chlorofluoro, les CFC, où là il y avait quelques industriels dans le monde qui en produisaient, c'était pour les frigos et pour assez peu d'utilisation. Là, globalement, on met tout le monde autour d'une table, on arrive à se mettre d'accord, le but étant d'éviter le trou dans la couche d'ozone, qui n'a rien à voir avec l'effet de serre, même si un célèbre président français a un moment confondu les deux dans une déclaration. Par ailleurs, il est extrêmement volontariste sur le climat, nous le savons. Ça, je crois que c'est important d'avoir cette idée-là. Il y a une autre idée derrière, qui est qu'aujourd'hui, la communauté scientifique, qui est quand même un peu, non pas alarmiste, mais alarmante, dit, ça s'est déjà un peu réchauffé, les océans, on n'est plus tout à fait sûr, vu leur acidification, qu'ils ont toujours la même capacité d'absorption, on a quand même perdu de la forêt. Peut-être que notre réelle capacité de récupération, c'est plutôt 3 milliards de tonnes carbone que 4, et donc c'est pour ça que certains, que je ne suis pas dans leur raisonnement politique, à la limite sur le fond on pourrait se mettre d'accord, disent non, il faut diviser par 10, par 20 nos émissions. Personnellement, je trouve que c'est un discours dangereux, parce que on arrive à un tel niveau d'effort que c'est inaccessible, et donc si on dit c'est inaccessible, on fera pas l'effort. Donc je trouve que mais leur discours est lié à ça, au fait que la capacité d'absorption planétaire serait en train de diminuer, vu déjà les modifications. Donc, sur les conséquences, j'y reviens peu aussi, même si c'est pour ça qu'on était à Copenhague. C'est parce que les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont dramatiques de fondamentalement 2 ordres. Une montée des eaux qui est aujourd'hui fortement réévaluée dans toutes les études scientifiques qui sortent. C'est-à-dire que le rapport du GIEC de 2007 disait 40-60 cm fin du XXIe siècle, c'était à peu près les chiffres qui sortaient, voire des fois un peu moins, qu'aujourd'hui c'est plutôt 1-2 mètres fin du XXIe siècle. Certains disent beaucoup plus, mais je laisse volontairement de côté ceux qui vont trop loin dans un sens, comme de l'autre côté ceux qui contestent. 1-2 mètres d'eau en plus, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer à l'échelle planétaire. Vous voyez le résultat sur le Bangladesh, mais même chez nous. Une montée des eaux de plus d'1 mètre, c'est quand même des nouvelles zones inondables. C'est un certain nombre de littorales. L'ONERC, l'Office national sur le réchauffement climatique, a sorti là-dessus un certain nombre de données sur le littoral du Languedoc, sur le littoral du Sud-Ouest. Puis on a vu ce qui s'est passé en Vendée, même si c'est toujours une conjonction de facteurs. Ça va quand même impacter très fortement nos sociétés, la Hollande, les États-Unis, le Bangladesh. Donc c'est une question
qui est extrêmement problématique sur un temps court, et je vous parle pas de l'état de Tuvalu. Mais c'est surtout que derrière, la montée des eaux, plus l'ensemble des retournements météorologiques, on parle notamment de la mousson, c'est d'abord la crise alimentaire qui est derrière, qui est le grand problème du réchauffement climatique. Cette crise alimentaire-là, elle est en situation de désorganisation sociétale d'une partie de la planète. On a eu une première crise alimentaire qui était encore une crise plutôt spéculative, donc il y a quelques années, hein, c'est pas très vieux, hein, c'était je crois il y a 3 ans maintenant. On a vu ses conséquences. La baisse des pluies dans le Sahel aujourd'hui, c'est pratiquement 50% sur plusieurs années. Les foyers guerriers sont justement plutôt là. Le monde va pas plus mal. Moi, je cherche toujours à ne jamais sombrer dans le catastrophisme total. Aujourd'hui, il va pas plus mal. Il y a plutôt moins de guerre qu'il y a 20 ans. Les grands conflits meurtriers, conflit Iran-Irak encore, plus d'1 million de morts, on a plus ça. On meurt moins aujourd'hui de situations guerrières sur la planète. Mais les conflits qu'on a vus arriver ces dernières années sont quand même des conflits où on voit que l'enjeu environnemental et l'enjeu alimentaire sont au centre. Il y a le Darfour évidemment, mais même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un peu lié quand même à déjà des migrations qui existent des pays plus au nord, comme le Burkina, et qui descendent. Et c'est bien le nord de la Côte d'Ivoire qui a été impacté. Et ça va se passer dans beaucoup d'autres pays africains. Donc on voit quand même déjà se dessiner, même si on n'est pas dans un monde aujourd'hui de désagrégation, le type de conflits qui sont derrière le climat. C'est-à-dire que si on ne stabilise pas, ou tout du moins, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une question de stabilisation, ou tout du moins, si on ne réussit pas à ralentir l'évolution, alors c'est évidemment, on va se battre un peu partout. Alors est-ce que ça sera de l'artisanal, est-ce qu'on va passer à de l'industriel? Je suis pas un Nostradamus, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est là que sont les enjeux. Je le dis parce que sinon on ne comprend pas non plus pourquoi on a une centaine de chefs d'État qui vont à Copenhague, 30-40 000 personnes qui sont mobilisées sur Copenhague et sur les conférences avant, si on est sur un problème secondaire dans l'histoire de l'humanité. Non. Au vu de ce que disent les scientifiques et au vu de ce qu'on peut faire comme prospective rationnelle et raisonnable et pas des trucs totalement catastrophistes, c'est quand même extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on s'est retrouvés aussi nombreux à Copenhague. Ça, c'était un croquis que j'avais dans mes PowerPoint sur le climat avant ce qui s'est passé en Vendée. Une montée des eaux de 6 mètres en Loire-Atlantique, ça change un peu le département quand même. Hein. Et mettre des digues partout à plus 6 mètres, ça va être compliqué. Surtout quand on a des zones de marée qui sont assez centrales. Donc ça veut dire que l'eau, elle passe dans tous les cas. Donc voilà. On a construit un magnifique quartier sur l'île de Nantes. Ce serait bien qu'il survive au XXIe siècle quand même. L'île de Nantes, elle est où là? Sous l'eau. C'est Atlantis, hein. C'est le CHU. Donc voilà. Alors, autre idée centrale qui dise la négociation aussi sur le climat, qui reste quand même au cœur, c'est de dire, c'est le rapport Stern, cet ancien chef économiste de la Banque mondiale, qui calcule, il dit, bon, tout cumulé, alors c'est à quelques centaines de milliards, hein, c'est approximatif tout ça, mais ça donne des ordres de grandeur. Ça va nous coûter, dans le siècle qui vient, 5500 milliards. Certains disent que c'était un peu minoré. En tout cas, ça nous coûte plus cher que l'ensemble des guerres mondiales du XXe siècle. Et Stern dit aussi dans le même rapport, il dit, mais si d'ores et déjà on met 1-2 points de notre PIB sur la résolution de ce problème, ça nous coûte moins cher que de devoir dépenser l'argent pour répondre à la question. Et en plus, là, il n'intègre pas obligatoirement une désagrégation guerrière. Donc l'idée fondamentale quand même qui sous-tend cette mobilisation pour Copenhague, c'est bien celle-là. Ça nous coûte moins cher d'agir aujourd'hui que de devoir demain colmater les brèches au sens propre et au sens figuré.
Donc, on va à Copenhague avec déjà un premier accord qui est celui de Kyoto. Et l'accord de Kyoto, il est extrêmement important dans ses principes pour comprendre ce qui se joue à Copenhague. Donc, l'accord de Kyoto, d'abord, il correspond à une période plutôt favorable dans l'histoire des relations internationales. Et notamment sur les questions d'environnement, ce sont les années 90. Les années 90, elles commencent d'une certaine manière à Rio, en 1992, premier sommet de la Terre, beaucoup de chefs d'État aussi et de gouvernement, et un peu un discours mobilisateur de la communauté internationale qui dit on a compris l'enjeu environnemental, la biodiversité, le climat, c'est important pour l'avenir de la planète, on va tous y mettre et on va y arriver. C'est un discours, hein, mais le politique, il est là pour fournir du discours et du symbole. Et il y a un plan d'action derrière, il y a notamment cette idée forte des agendas 21 qui sort de Rio, qui dit à chaque échelon, et on y est encore avec le plan climat, à chaque échelon de responsabilité, il faut agir à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de ses responsabilités. Donc Rio, ça marche. Et Kyoto derrière, ça marche aussi. Ça marche aussi au sens où on sort de Kyoto avec un protocole qui donne des objectifs forts aux pays du Nord. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure en introduction, dans une perspective de réduction, le facteur 4 à horizon 2050, qui dit, ce qui est essentiel pour comprendre la négociation à Copenhague, responsabilité partagée mais différenciée. En clair, tout le monde assume une part de responsabilité, mais c'est d'abord ceux qui émettent du CO2 depuis 2 siècles qui doivent faire l'effort principal. Donc ça veut dire qu'on crée dans le protocole de Kyoto une annexe 1, c'est-à-dire globalement les pays de l'OCDE, en disant c'est eux qui doivent faire l'effort. Donc ça c'est central parce que les pays du Sud à Copenhague vont toujours se battre pour garder ce principe de responsabilité partagée mais différenciée. Donc facteur 4 de division, ça je vais l'expliquer. Et puis Kyoto dit aussi, pour y arriver, il faut quand même qu'on ait un système de monétarisation de la tonne de CO2, parce qu'il faut mobiliser l'ensemble de l'appareil économique, bancaire et industriel. Donc il faut donner un prix à la tonne de CO2, et puis il faut qu'on parte de l'idée que finalement, des fois, ça coûte moins cher d'aller chercher une tonne de CO2 ailleurs que chez soi. Et donc, c'est l'idée des quotas. C'est-à-dire, plutôt que de dépenser, je sais pas moi, 500 € pour réhabiliter le CCO, qui est un vieux bâtiment qui date d'une période où on n'y pensait pas, il faut peut-être mettre le même argent dans une forêt tropicale, on économisera beaucoup plus de tonnes de CO2 et on en fera un facteur de développement. C'est une idée plutôt du Sud, hein, les échanges de quotas à travers notamment un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de développement propre. Mais en tout cas, on échange, on monétarise et ça doit créer une mobilisation. C'est pas totalement pervers, hein, parce qu'on peut être un peu simpliste là-dessus. C'est une idée que si on ne mobilise pas l'ensemble de l'appareil économique, industriel et bancaire, on n'y arrivera pas. Et donc on sort de Kyoto avec une première période d'engagement 2008-2012. Il y a un autre problème à Kyoto, c'est la dramaturgie de Kyoto. La dramaturgie de Kyoto, c'est que on a des délégués qui n'y arrivent pas. Si vous revoyez les images de Kyoto, ils sont tous avec des têtes cadavériques, ils y ont passé des nuits et ça marche pas. Et puis Al Gore arrive tel Zorro dans son grand oiseau de fer blanc, atterrit et débloque la négociation, prend l'engagement pour les États-Unis de signer, il rentre, ces chambres parlementaires, notamment le Sénat, ne signent pas, donc on a 2 conséquences. 1, l'idée que ça se joue dans la dernière nuit, le drame de Copenhague, de penser que ça se joue dans la dernière nuit. 2, des Américains qui ne sont pas dans le protocole. Et ces 2 points disent déjà la difficulté de Copenhague. Et puis donc, on a les résultats du protocole de Kyoto. Et alors là, ça vous dit la difficulté de Copenhague. C'est-à-dire qu'on prend des engagements pour la période 2008-2012, donc c'est en 97, hein, donc on met quand même un certain nombre d'années avant de rentrer en période d'engagement, mais on s'aperçoit de manière assez tragique que très très peu de pays réussissent à atteindre leurs engagements.
L'Espagne est un exemple type de ça, avec le boom de l'immobilier. On est pratiquement à un tiers de plus en termes d'émissions que ce qui était prévu dans le protocole. C'est le Canada, plus de 30% aussi, qui est un très très mauvais élève de la classe. Un climat délinquant, c'est comme ça qu'on a tendance à présenter le Canada dans la négociation. Mais prenez la totalité des pays, très peu au final tiennent. Les rares qui tiennent, c'est la France. Mais si vous regardez, la France avait un objectif faible. C'est-à-dire qu'on lui demandait simplement de rester au même niveau d'émission, puisqu'il était déjà considéré à l'époque comme un émetteur plutôt faible du fait du parc électronucléaire français. Donc la France tient à peu près ses engagements. La Suisse, même l'Allemagne a un peu de mal. C'est des chiffres qui datent de 2006. Là, je crois qu'ils y sont. Ils montent en charge. Donc maintenant, ils y arrivent à peu près. Mais il y a peu de pays. Donc ça dit la difficulté d'atteindre les objectifs. C'est-à-dire, il suffit pas de signer un papier en disant voilà, on va vous réduire de 20% les émissions pour y arriver. Et donc la plupart des pays arrivent à Copenhague en ayant dans leur besace le fait qu'elles ne tiennent pas les objectifs du protocole de Kyoto. Et puis le monde du CO2 a totalement changé depuis Kyoto. Kyoto, c'est 97. Regardez les courbes en 97. Et regardez les courbes en 2006, 2007. Donc c'est les courbes qui finalement disent, puisqu'il y a toujours un peu de temps de retard entre les courbes et la négo, qui disent la réalité des émissions de CO2 aujourd'hui. Avec tout ça, on fait comment ? C'est obligatoirement très très difficile. Je vais pas y revenir trop longtemps parce qu'on pourrait y passer la nuit. Moi, je voudrais dire que l'erreur médiatique première, ça a été finalement quasiment de nier la difficulté de l'effort collectif qui était devant. C'est-à-dire de penser qu'on pouvait y arriver d'un coup quasiment. Que voilà, on mettait 100 chefs d'État et que de leur plus belle plume, ils allaient dire on vous fait du moins 30% dans les 8 ans qui viennent. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et que l'erreur de Copenhague, certainement, alors qu'on savait déjà sur les conférences intermédiaires que c'était très difficile, ça a été vraiment d'y aller en se disant que la planète serait sauvée ou pas sauvée à Copenhague. C'était pas possible. Et il aurait certainement mieux fallu voir Copenhague comme une étape dans une mobilisation globale par palier, vu la difficulté, et de voir qu'est-ce qu'on engrangeait comme accord technique sur un certain nombre de points à Copenhague, que de penser qu'il pouvait y avoir cet accord cadre. En fait, il ne pouvait pas y avoir cet accord cadre à Copenhague. Et il ne pouvait pas y avoir cet accord cadre principalement à cause de cette courbe-là. Parce que dans cette courbe, on a les 3/5 des émissions mondiales. La clé est là. Alors, il y en a d'autres qui émettent. Les Indiens sont à 1,5 milliard de tonnes CO2, pas de carbone, tonnes CO2, donc c'est pas négligeable. Mais par rapport à ceux qui sont maintenant pratiquement dans les 6-7 milliards de tonnes, on fait le ratio vite, ça compte beaucoup moins. Là, on a les 3/5 des émissions et on a les USA et la Chine qui ne sont pas dans le protocole de Kyoto. Donc comment voulez-vous réussir, par exemple, à discuter sur l'avenir du protocole de Kyoto comme élément clé de la négociation sur Copenhague, quand dans ce protocole de Kyoto, on n'a pas pratiquement les 3/4 des émissions mondiales de CO2. C'est ce qu'a dit l'Europe. L'Europe a dit, écoutez, vous êtes gentils, mais nous on veut bien continuer dans le protocole de Kyoto, mais ça n'impacte pas sur les émissions américaines et sur les émissions des pays émergents. Donc ça ne suffit pas. Donc il faut un autre accord. Et donc l'Europe a bloqué un accord qui aurait été un accord plutôt centré sur le protocole de Kyoto, comme d'une certaine manière chercher encore à le faire passer les pays du Sud, qui sont rassemblés dans un truc qui s'appelle le G77. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça, mais ça s'appelle le G77. Ça s'appelait déjà comme ça à Johannesburg, au sommet de la Terre, mais le cercle s'est élargi depuis.
qui cherchait quand même à faire en sorte que ce soit quand même les Occidentaux et les signataires de Kyoto qui fassent le gros de l'effort. Et l'Europe a dit non à ça. Donc l'Europe a été un facteur de blocage sur ce point. Les Américains ont été un facteur de blocage encore plus clair en disant nous ne signerons pas le protocole de Kyoto parce que Obama le dit clairement, j'ai pas de majorité pour ça. À l'époque, il considérait que son point d'équilibre en termes de ratification sénatoriale, puisque je vous rappelle que Al Gore, lui, a bien mis sur la table la promesse américaine, mais il n'a pas été suivi derrière, donc Obama voulait pas faire la même chose, s'avancer plus que ce que son Sénat suivrait. Et il avait 50 sénateurs qui ont débarqué à Copenhague pour dire clairement, il négocie, mais c'est pas lui qui signe. Ça crée une ambiance. Donc, avec sa majorité qualifiée au Sénat, et c'est la loi Kerry, du nom du sénateur Kerry, qui est l'ancien candidat face à Bush. Donc, il dit, moi, je peux vous promettre de revenir en 2020 à peu près aux émissions de 90, mais dans le cadre plutôt d'accords volontaires que d'un protocole extrêmement contraignant, et j'irai pas plus loin. Donc, les Européens considèrent que c'est insuffisant, les pays émergents aussi. C'est très en deçà de ce que dit la communauté scientifique, qui dit pour tenir l'objectif moins 50% 2050 et pas passer la fameuse barre des 450 ppm, ça je vous en ai pas parlé, parties par million de molécules de CO2 dans l'atmosphère et qui provoque le réchauffement, il faut au moins faire moins 20, moins 30% dès 2020. Et donc les Américains sont juste à 0 par rapport à 90. Donc ils sont très loin de l'objectif que fixent les scientifiques. Donc une position très insuffisante, mais Obama dit, écoutez, vous êtes là aussi, il dit vous êtes gentil, tout le monde dit vous êtes gentil aux autres, mais moi, si je vais plus loin, j'ai pas de majorité au Sénat. Et il le disait alors qu'il n'avait pas encore perdu le siège du Massachusetts, qui a été perdu par le décès de Ted Kennedy dans le printemps. Donc il n'a même plus la majorité qualifiée au Sénat aujourd'hui. Donc de ce côté-là, ça s'est plutôt encore dégradé. Et puis il nous reste les Chinois, qui sont les premiers émetteurs mondiaux aujourd'hui, donc qui ont dépassé les États-Unis en 2007. Reprenez des rapports prospectifs sur les émissions de CO2 qui ont 10-20 ans. Tout le monde dit les Chinois ils vont dépasser les Américains en 2030. C'est ce qu'on écrit à l'époque. Au final, c'est en 2007 qu'ils ont dépassé les Américains, du fait d'une économie totalement adossée au charbon en termes notamment de production électrique. Et les Chinois, eux, ils sont sur des taux de croissance, on est en période de crise économique en plus, où leur priorité c'est de maintenir ce taux de croissance, puisque dans leur imaginaire, ou en tout cas dans la manière dont ils l'expriment, ils disent clairement que si on baisse le taux de croissance, leur modèle social ne tient pas, donc il faut que la machine continue d'accélérer pour que ça tienne, c'est vraiment leur discours. Et eux disent, vous êtes responsables depuis la nuit des temps, donc c'est pas nous qui allons faire l'effort. Discours tiers-mondiste assez classique, qui correspond plus à la réalité vraiment du monde tel qu'il est là, mais ils le tiennent encore, avec le soutien des pays du Sud. Et puis surtout, ils disent, nous, on ne veut pas et on n'est pas capable de réduire notre croissance économique en mettant des contraintes CO2 trop fortes. Et donc, ils disent, on ne bougera pas beaucoup non plus. Les Chinois, finalement, mettent sur la table une proposition. Alors, elle est très technique, je suis désolé, mais vous pourrez me poser des questions derrière, je vais pour voir si les grands axes que je vous donne sont quand même lisibles. Mais les Chinois disent, nous, on vous propose une baisse de l'intensité carbone par point de PIB, à peu près de 40% à terme, et quand on regarde en termes de courbe, ça les met à 10 milliards de tonnes CO2 à horizon 2020. Donc encore à 3 ou 4 milliards de plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, vu la capacité d'absorption planétaire, ils prennent à eux tout seuls plus de la moitié de la capacité d'absorption planétaire. C'est-à-dire que leur proposition n'est pas non plus viable. Voilà. C'est ça la situation aujourd'hui. Donc les trois géants sont les uns et les autres dans une situation où ils n'arrivent pas à mettre leurs économies et leur position politique à la hauteur de l'enjeu. L'Europe, donc,
assez logiquement, on dit, écoutez, si vous voulez pas y aller, nous, on va pas y aller non plus. Donc, bloque un peu quand même. Mais quand même, sur la table, la seule proposition mondiale à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire à moins 30% 2020 par rapport à 1990, si les autres s'engagent, qui là est dans le cadre de la fourchette scientifique 25-40%. C'est les seuls qui sont dans le cadre. Mais après, et ça c'est un peu mon expérience, et je crois qu'elle dit l'histoire du XXe siècle. L'Europe, c'est un peu le bon élève qui dit aux autres, si vous êtes gentil, je vais être encore plus sage. Et alors, il y a deux costauds au fond de la cour qui n'arrêtent pas de se chamailler, et ils ne viendraient pas à l'idée de l'Europe d'aller les séparer. En plus, ils se chamaillent, ils se tapent dessus. À Obama, les Chinois se sont tapés dessus à Copenhague, mais on sait que c'est aussi ceux qui se chamaillent, ils se tapent dessus, qui sont vraiment copains, au final. Et je pense que le vrai axe dans l'histoire, c'était bien un axe Chine-États-Unis, qu'ils ont un peu, je pense, enjolivé leurs différences pour faire passer la pilule. Mais l'Europe ne menace en rien. L'Europe ne menace en rien. Et pourquoi l'Europe ne menace en rien? C'est que l'Europe est aussi un peu schizophrène dans cette affaire. C'est que certes, c'est une puissance en déclin, on le lit partout. Mais pour l'instant, c'est quand même la première puissance mondiale, le premier exportateur mondial, puisque je rappelle que les exportations chinoises dont on parle tous les jours sont au niveau des exportations allemandes. Donc si vous faites le total des 27 européens, vous êtes bien au-delà des exportations chinoises. Et que donc l'Europe, qui considère quand même qu'elle est plutôt une gagnante de la mondialisation, au niveau de ses instances dirigeantes, ne veut pas casser la machine non plus. Et donc ne menace pas. Il y en a un seul, qui est allé un peu sur ce terrain-là, qui est notre président à nous, qui a dit à Copenhague, il est revenu là ces derniers temps, on va mettre une taxe CO2 aux frontières. Si vous voulez pas y aller par un mécanisme mondial, si nous on y va seul, on va vous le faire payer aux frontières. Ce qui est une proposition pas inintéressante dans le sens où elle dit quand même d'abord le lien climat, croissance économique et échange économique, donc qui peut apparaître un peu comme un bâton pour une fois. C'est-à-dire l'Europe sort de la logique purement carotte et rentre un peu dans une logique bâton. Mais la semaine après Copenhague, François Fillon était lui en Chine avec le catalogue des produits français consommables pour les Chinois, ce qui était assez contradictoire. C'est-à-dire, on est aussi une grande puissance exportatrice. Et je crois que réussir à faire la synthèse de ces divergences et de ces contradictions-là, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire à Copenhague. Et on n'a pas été capable aussi parce que, au final, moi je trouve qu'on a des experts de tout dans les couloirs d'une grande conférence comme Copenhague. On a des experts du transport aérien qui sont là pour éviter que le carburant de soute soit trop taxé. Il y a aussi les experts de transport maritime, parce que le transport maritime aussi peut être taxé. Il y a les experts de la forêt. Il y a les experts des peuples indigènes qui très légitimement disent qu'il faut tenir compte des peuples indigènes. Il y a les experts des villes qui disent qu'il faut tenir compte des villes, ce qui est tout à fait légitime aussi, ils sont là pour ça, bien sûr. Mais les gens qui sont capables de dire, dans le monde d'aujourd'hui, voilà à peu près où est le point d'équilibre, et voilà à peu près par quel palier on peut y arriver, ces experts-là n'étaient pas à Copenhague. Vous ne trouverez pas, enfin, ça a pu m'échapper, mais j'ai pas eu l'impression, vous ne trouverez pas le discours qui dit, dans le monde tel qu'il est là, voilà le point sur lequel on peut arriver à peu près à se mettre d'accord. Chacun a campé sur ses positions parce que ce travail intellectuel extrêmement complexe, hein, c'est pas rien, qui croise à la fois les émissions de CO2, les modèles économiques, probablement aussi les autres grandes questions internationales. C'était d'ailleurs intéressant de voir qu'Obama, à Copenhague, a passé 1 heure avec Medvedev, non pas sur le climat, mais sur le désarmement, qui est une autre entrée dans aujourd'hui les discussions internationales. Donc, c'est bien cet accord global-là, complet, qui était sur la table de Copenhague, qui n'était pas préparé au sens où le modèle partagé n'existait pas, et n'avait pas été approfondi. L'OMC en premier
quand l'ami dit avant Copenhague, ce qui se passe à Copenhague ne nous concerne pas, il l'a dit comme ça, d'une certaine manière, il tue la négociation, il la facilite pas. Donc demain, l'accord global final dont on a toujours besoin, là-dessus ça n'a pas changé, passera par ça, passera par cette capacité de trouver à peu près le point d'équilibre qui dit la capacité de lobbies extrêmement divergents à discuter. C'est-à-dire, Bové était à Copenhague, il faut qu'il discute avec Soros de ça, de dire voilà, à peu près, on représente tous un point de pouvoir, de blocage ou d'action. Comment on dépasse un certain niveau de divergence pour dire il y a un point d'équilibre à peu près à trouver. Et c'était pas mûr du tout. Alors je reprends une casquette un peu d'utopiste en disant ça, mais c'est ça la question qui est derrière. Où est le point d'équilibre? Et en partant uniquement de cette courbe-là, on voit toute la difficulté. Bon, voilà. Donc sur Copenhague, je peux être toujours très très long. Donc juste 2 points derrière. Qu'est-ce qui sort quand même de Copenhague? Un texte écrit sur un coin de table dans la dernière nuit après le dîner chez la reine. Initiative de Nicolas Sarkozy qui dit bon attendez, on va pas passer la nuit chez la reine, c'est bloqué sur les textes principaux de négociation, les textes sous la convention. Allez, on se voit à une trentaine et on va bien se mettre d'accord. C'est la magie du verbe sarkozyste, c'est très étonnant quand même cette magie du verbe. Donc ils se retrouvent à une trentaine, 37. Évidemment ils ont beaucoup de mal, donc ils sortent un texte très faible qui extrêmement elliptique, qui ne dit même plus les moins 50% en 2050, qui dit juste il faut stabiliser le climat, toujours à la fameuse barrière de plus 2 degrés par rapport au temps pré-industriel, parce que c'est ce que les climatologues disent comme situation, non pas de stabilité absolue, il fera plus chaud évidemment, il y aura déjà des désagréments, mais de limite avant le basculement dans on ne sait quoi, où là ça peut être beaucoup plus compliqué avec des effets d'entraînement et très importants. Donc voilà, donc on se dit pas plus de 2 degrés, mais on dit plus les moins 50%. Les Chinois étaient contre le fait d'avoir par exemple cette précision-là. Et on dit derrière quelques mécanismes, par exemple sur la forêt, le mécanisme REDD+, qui est le mécanisme de lutte contre la déforestation, est dans le texte. Donc ça donne un feu vert des chefs d'État pour qu'on finalise là-dessus, mais derrière ça reste compliqué. Il y a quand même un point qui est acquis, qui est le financement vers les pays du Sud pour leur adaptation au changement climatique et leur accompagnement dans les politiques de mitigation, où là, il y a 30 milliards à peu près qui sont mis sur la table, de dollars, pas d'euros, pour les 3 prochaines années, et un objectif à 100 milliards de dollars en 2020. Mais ça reste là aussi très vague, parce qu'on ne sait pas si c'est un mécanisme additionnel à l'aide au développement existant déjà, ou est-ce que ça va prendre l'aide au développement existant. Donc ça va falloir le préciser dès Cancun cette année. Et puis, comme toute manière, l'aide au développement a énormément baissé ces dernières années. Finalement, si on remet ces 100 milliards-là, on va retrouver l'aide précédente. Donc, il faut quand même le tempérer de ça. Donc, c'est ça le texte de Copenhague. Mais quand même un texte. Et un texte avec quand même, ce qui est absolument incroyable, un tableau vide qui est dans le texte. C'est-à-dire, le tableau vide est dans le texte. C'est-à-dire, les délégués, le lendemain ou le samedi matin, quand ils ont eu le texte de l'accord sur leur table, ils avaient une feuille avec un tableau vide. Et ce tableau vide, c'était les engagements des États sur leurs propres émissions pour la période jusqu'en 2020. Et il fallait qu'ils le remplissent pour la fin janvier de cette année. Ils l'ont rempli globalement. Ils l'ont rempli en remettant ce qu'ils avaient dit à Copenhague et en mettant des si, mais peut-être et des conditionnels autant que nécessaire. Donc voilà. Donc c'est peu. Et on a gardé sur la table les 2 textes principaux de négociation, qui étaient le texte sous la Convention, qui lui englobe tous les pays du monde, et le texte dit du protocole de Kyoto, qui lui prévoit la seconde période d'engagement du protocole de Kyoto lui-même. Donc ça, c'est Copenhague. Je passe beaucoup de détails.
de la dramaturgie, mais globalement, je trouve que les détails, vous les avez eus dans la presse. Elle a assez bien rendu compte des détails. C'est finalement peut-être un peu le truc, un peu plus de recul qui manque dans dire. Et pourquoi ils y arrivent pas? Ils y arrivent pas pour ça, parce que c'est compliqué d'y arriver et que c'est tout le modèle économique mondial qui est sur la table. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, il se passe quand même, ça c'est plutôt positif, le fait que dès février-mars, les Chinois disent, bon allez, on y retourne. Parce que je crois que la Chine, quand même, est un pays qui est une victime potentielle du réchauffement climatique. Là, on sait qu'ils ont eu une sécheresse quand même assez catastrophique là. Je sais pas s'ils en sont encore sortis. Si l'eau monte vraiment, l'ensemble de leurs villes sont quand même au niveau de l'eau. Hein. Les grands pays asiatiques, c'est très étonnant de voir quand même que la ville elle est au niveau de l'eau à peu de choses près. Ils sont pas gagnants dans cette affaire. Donc je crois que les Chinois considèrent quand même qu'à un moment faut trouver un accord qui permette de répondre. Ils sont pas dans le dilatoire. Les Russes ou les Canadiens peuvent être dans le dilatoire parce que eux se disent il y a plus de banquise, il fait moins froid, on va survivre. Il y en a que deux, hein. Il y en a que deux, mais il y en a deux. Canada et Russie ne sont pas des victimes du réchauffement climatique. D'une certaine manière même, on peut considérer pour les Russes qui ont été beaucoup humiliés depuis la fin des années 80, c'est les faire revenir au centre des terres habitées quand même cette affaire. Donc on se disait tous à un moment les Russes vont nous faire un coup pour nous bloquer la négo dans la dernière nuit, dans la dernière heure. Il n'y a pas eu besoin, les trois n'étaient pas d'accord, donc les Russes n'ont pas eu besoin de sortir du bois. Mais ça peut arriver par la suite. Bon, bref, donc les Chinois disent on y retourne. Il y a eu des premières réunions en avril. Il y en a encore eu une il y a 15 jours. Ça reste quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire notamment la discussion, elle est autour du fait de savoir si on part plutôt du texte dit de l'accord de Copenhague, qui n'est pas vraiment un accord, au sens où ça n'a même pas été validé par l'Assemblée Générale le samedi matin, mais on a eu juste un subterfuge qui est que l'Assemblée Générale a pris acte de l'accord passé à 37. Globalement, le gros des pays ont quand même signé l'accord après, donc on peut considérer maintenant que c'est quasiment un accord cadre, vague, mais qu'il existe en tant qu'accord. Donc ceux qui disent on repart de ce texte de 2 pages qui éclaire la suite, et ceux qui disent, notamment plutôt les pays du Sud restent quand même là-dessus, non, on reprend, d'accord, on a ce truc qui nous éclaire un peu, mais on reprend là où on en est resté sur le texte sous la Convention, où il restait encore 80 points de désaccord, et on continue d'avancer sur ce texte pour aller jusqu'à la prochaine conférence qui est à Cancun, puisqu'on se voit tous les ans, et où on essaiera à Cancun de passer un accord plus ambitieux. Et non, Cancun, c'est à Cancun, c'est pas à Mexico, c'est à Cancun. Donc on sera plus dans la presqu'île du Yucatan, près des plages, c'est très bien, parce qu'il y a bien un moment quelqu'un qui va dire, bah quand même. Il y a des plages à Mexico aussi, mais Cancun semblait plus simple que Mexico pour mettre 30 000 personnes dans un lieu sécurisé. Mexico semblait difficile. En tout cas, il fera moins froid qu'à Copenhague, ça c'est probable. Mais donc c'est bien à Cancun qu'on se retrouve en décembre. Et donc la discussion va reprendre à Bonn en juin, où donc on va décider de la manière dont on travaille jusqu'à Cancun. Mon sentiment personnel, c'est que ça commence à s'entendre. Beaucoup de gens disent, en tout cas si on cherche à Cancun à avoir la revanche de Copenhague, on va se planter pareil, parce que c'est pas en un an qu'on va trouver le modèle commun. Donc allons plutôt à Cancun, cette fois-ci ne refaisons pas la connerie de Copenhague. Déjà mettons les chefs d'État au début et pas à la fin, ce qui permettra d'avoir un éclairage pour travailler dans les groupes de négociation plutôt que d'être bloqué par ce qu'ils vont dire la dernière nuit. Donc là, on ferait l'inverse. Ça, c'est très très bien. C'est un vrai progrès de négociation internationale. Et puis, surtout, mettons-nous plutôt à Cancun d'accord sur un certain nombre de mécanismes concrets, sur le financement du Sud, sur la déforestation, sur la taxation des carburants de soute, transport aérien, transport maritime, et avançons dans notre négociation étape par étape de manière pragmatique. Voilà un peu, je pense, sur la négociation internationale. Alors, j'ai pas répondu à la deuxième question. Là, je crois que celle-là, il faut que j'y réponde quand même. C'est, mais qu'est-ce que tu fais dans cette affaire? À part profiter, évidemment, des largesses de Nantes Métropole en faisant le tour de la planète tous les 6 mois. Des choses assez précises quand même. J'ai un mandat.
pour mieux dire, Nantes Métropole a un mandat, et Jean-Marc Ayrault est allé à Copenhague aussi pour le porter quelques jours, qui est que nous avons officiellement le mandat de négociation mondiale, rien que ça, pour une structure qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis, qui est la grande organisation mondiale généraliste des collectivités locales. Donc c'est Nantes qui a le mandat de chef de négociation pour un groupe de villes qu'on coordonne, où on retrouve des villes comme Durban, comme Dakar, les réseaux de villes américaines et les réseaux de villes canadiennes, Manaus, qui est une ville amazonienne, sachant que chaque ville suit plutôt un secteur. Manaus, par exemple, ils suivent la forêt pour le compte des collectivités locales. Dakar, l'adaptation d'Urban qui en fait beaucoup, les mécanismes de développement propre. Et nous, on coordonne l'ensemble et on porte la parole politique dans la négociation internationale. Ce qui fait que je suis intervenu dans la plénière d'ouverture et dans la plénière de fin à Copenhague. Donc, on a vraiment ce mandat de négociation, et derrière, on a un groupe de négociation de quelques réseaux de collectivités locales, CGLU, réseau généraliste, ICLEI, réseau mondial spécialisé sur les questions d'environnement, qui est aussi très présent dans la négociation, et puis jusqu'à présent ça se passait à Copenhague et à Bonn, donc les réseaux européens de collectivités locales qui sont aussi présents. Mais nous sommes d'accord entre nous, ça je crois que c'est extrêmement important de le dire, c'est que l'ensemble des réseaux mondiaux de collectivités locales parlent d'une seule voix. Avec une feuille de route qui a été discutée dans plusieurs réunions, dont une à Nantes en février de l'année dernière. Donc on a une vraie stratégie, de vrais objectifs. Je crois que déjà en termes de symbole, ça n'est pas rien. C'est-à-dire on a des États, donc un niveau politique où les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. On a un deuxième niveau politique, et c'est assez différent d'un discours d'ONG classique, où les gens sont mondialement d'accord, parlent d'une seule voix, disent clairement tous la même chose, c'est de dire on est prêt à faire une partie du boulot, une bonne partie du boulot, donc vous pouvez prendre des engagements forts, puisque nous on fera le boulot derrière. Je schématise notre discours, mais c'est à peu près ça. Et ça, je crois que pour les chefs d'État, pour les ministres par exemple, que des maires de grandes villes disent ça, ils étaient nombreux à Copenhague, on a eu un sommet des maires, on en aura un aussi juste avant Cancun. Pour un ministre qu'un maire de grande ville dise ça, ça n'est pas tout à fait rien. Parce qu'on sait très bien qu'entre un ministre et un maire de grande ville, l'un peut devenir l'autre et l'autre redevenir l'un. C'est le même monde quand même. Donc il y a une capacité de pression quand même sur la négo là-dessus, même si on a un peu de mal nous aussi à être dans le bâton, on est plutôt dans la carotte, de dire voilà les mauvais. Ça, dans une organisation mondiale de collectivités locales, faire la liste des mauvais, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on fait ça. Et puis, on fait des choses beaucoup plus concrètes derrière, qui est qu'on cherche, ça c'est vraiment mon boulot au quotidien avec le petit groupe de négo. On n'est pas nombreux, hein. Le groupe de négociation, c'est mondial, c'est 2-3 élus et un groupe de techniciens, de responsables de réseau, 4-5 derrière. Donc, on est 5-6 à suivre à peu près la totalité de la négo. Donc, notre boulot, c'est de faire en sorte que les collectivités locales, villes et régions, on s'est aussi mis d'accord avec les réseaux de régions, soient clairement mentionnés dans le texte final, le fameux texte sous la Convention qui est toujours sur la table, à la fois dans le préambule, parce que c'est du symbole et c'est important. À Kyoto, par exemple, le texte d'accord de Kyoto ne parle pas des collectivités locales. Alors qu'on sait que les collectivités locales, c'est pratiquement 50% de la capacité de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre par nos actions quotidiennes. Donc, on cherche à être dans le préambule, qu'on reconnaisse notre rôle, ce qui politiquement est un signal donné à toutes les collectivités locales pour qu'elles agissent. Et puis, on cherche à être présent dans un certain nombre de paragraphes concrets du texte. Je vais en prendre un seul, sur lequel j'ai mis pas mal d'énergie, mais pour l'instant, c'est pas couronné d'efforts, hein, mais on continue. Pour les pays du Sud, pour sortir de ce problème qui est que les pays du Nord, il y a un protocole coercitif qui est le protocole de Kyoto, donc qu'ils signent. Les pays du Sud ne veulent pas rentrer dans un protocole de ce type en disant on n'est pas responsable des émissions depuis 2 siècles et on veut pas brider notre propre développement. Le groupe intermédiaire, il y a un groupe de facilitateurs où il y a le Mexique, la Suisse,
la Corée du Sud, à chercher de trouver des solutions. Et ça s'appelle les NAMA. Les NAMA, c'est les plans d'atténuation pour les pays du Sud, qui est une sorte de registre où le pays du Sud marque finalement tout ce qu'il fait pour réduire les émissions. Je ne parle pas d'adaptation, je parle bien d'atténuation. Donc c'est un espèce de registre. Et dans le texte, sous la Convention, il y avait la liste des actions dans ce registre. Nous, on s'est battu pour que dans la liste des actions, il y ait l'action des collectivités locales. La phrase, c'était action des villes et des communautés rurales, avec un tiret. Ces 5 mots-là, ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Si on réussit à passer ça, ça veut dire que les collectivités locales derrière ont accès à l'ensemble des fonds d'atténuation liés au mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on se bat pour 5 mots. Ça peut paraître vain et puéril, mais derrière les 5 mots, il y a tous les mécanismes financiers d'accès. Pareil dans un autre chapitre qui s'appelle la capacité à faire, le capacity building, où on a essayé de mettre l'ensemble des coopérations décentralisées pour qu'elles soient reconnues et qu'elles aient donc accès aussi au financement. Et voilà, c'est ça notre travail. Donc c'est un travail quand même assez important dans le fait que derrière, ça peut changer la vie pour un certain nombre de gens, ça donne des moyens supplémentaires, ça change l'action publique locale. Et c'est la même chose, et je vais finir là-dessus parce que là je pense que sinon je vais être trop long et puis je vais répondre aux questions et laisser reposer ma pauvre voix. Nous essayons au niveau de Nantes Métropole de faire la même chose aux autres niveaux, notamment européens. Si c'est nous qui avons ce mandat de négociation mondiale, c'est fondamentalement parce qu'on a d'abord mené une action de mobilisation à l'échelle européenne. En prenant, il y a 4 ans maintenant, la présidence du groupe de travail climat d'Eurocities, qui est le grand réseau européen des villes. 130 villes, les 130 villes les plus importantes d'Europe sont dedans. Et donc, puisqu'on avait travaillé déjà sur ces questions avec d'autres villes, notamment Seattle aux États-Unis, au moment où Eurocities a cherché à se positionner sur les questions climat, on a porté notre candidature, on avait un pédigré, un plan climat, des actions de comparaison avec d'autres villes qui nous rendaient crédibles. Donc on a eu ce groupe de travail et donc on a conduit la déclaration européenne des villes sur le climat qui a été adoptée il y a 2 ans et signée à titre individuel par plus de 80 villes européennes, ce qui est pas rien. Je sens qu'ils s'impatientent. Et on a surtout depuis, et notamment cette année, donc ça c'est une part importante aussi de mon travail, le mandat de négociation d'Eurocities sur la scène européenne, notamment sur les questions financières d'aide aux collectivités locales sur les questions climat. Et là, c'est pareil, c'est énormément d'argent. Notre stratégie aujourd'hui, on en discute encore cet après-midi à Nantes avec la Caisse des dépôts, donc je n'ai pas toujours besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour discuter sur ces questions-là. Notre stratégie aujourd'hui, c'est par exemple qu'une partie de l'argent qui va exister par les décisions du Conseil européen de l'année dernière, avec la mise aux enchères des permis d'émission des entreprises européennes, argent qui va tomber dans la caisse des États, mais c'est une décision européenne. Et cet argent, la décision du Conseil européen, c'est de dire 50% de cet argent, ça doit être pour l'action sur la réduction des émissions. Donc l'argent est un peu fléché. Notre boulot aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'une partie de cet argent revienne aux collectivités locales. Et donc on se bat sur un mécanisme, on a fait une première proposition, elle va commencer à être malaxée dans les couloirs de la Commission, on va trouver des alliés au Parlement européen pour pousser les choses, donc c'est vraiment du lobbying et de la multiplication de contacts en permanence. Si le mécanisme qu'on met sur la table passe, c'est à terme entre 10 et 20 milliards d'euros par an pour les collectivités locales à l'échelle européenne sur leurs actions au climat. Et c'est ça notre boulot. Et ça, derrière, c'est évidemment plusieurs dizaines de millions pour toute grande collectivité de la taille de Nantes. Donc ça permet de faire de l'action derrière, hein, du transport, de la réhabilitation. C'est des sommes significatives. Et c'est des outils de mobilisation. Donc voilà ce qu'on essaye aujourd'hui de faire de l'échelon local. J'en parle pas pour l'instant, on en dira peut-être 2 mots tout à l'heure, de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Mais
je crois vraiment, je veux vous le dire fortement, parce que vous êtes des relais d'opinion dans cette ville aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous ne sommes pas porteurs que d'une responsabilité locale. Une grande collectivité est obligatoirement porteur d'une parcelle de responsabilité globale. Et qu'aujourd'hui, l'action de réseau des collectivités locales, en mutualisant ces parcelles-là, font qu'on est des acteurs globaux. On n'est encore qu'au début de ça, mais je crois que c'est extrêmement important, y compris quand on voit la difficulté, Copenhague l'a dit encore, d'accord entre États. C'est-à-dire face aux difficultés des États, il faut des facilitateurs aujourd'hui, il faut d'autres dynamiques politiques. Et à ce niveau-là, les collectivités locales ont un rôle vraiment clé à jouer. Elles ne sauveront pas le monde à elles seules. Ça, là-dessus, j'ai un discours aussi très clair, qui est de dire si les États ne s'engagent pas, on n'y arrivera pas. Mais elles ont vraiment une part de la responsabilité. Et je trouve qu'effectivement, le fait qu'on ait fait le choix avec Jean-Marc d'assumer, nous, cette part de responsabilité, et qui est aussi très valorisant en termes de reconnaissance de notre crédibilité sur la scène européenne et internationale là-dessus, je crois que ça doit être un projet partagé par les acteurs de l'agglomération. C'est pas un truc complètement en dehors qui est très loin, et je suis heureux qu'on ait un temps où on parle vraiment de ça, parce que c'est aussi pour ça que vous nous élisez, vous nous élisez sur des grands enjeux. Et ben, je trouve que là, on les assume. Alors, plus ou moins bon, peut-être qu'à la fin on me dirait c'est tout ce que tu as obtenu, mais en tout cas on essaye de les assumer, et ça fait vraiment partie de notre job d'élus locaux, même si c'est souvent moi à la une que l'état du trottoir d'en face dont il faut aussi s'occuper. Voilà. Merci Ronan, moi j'ai envie de l'applaudir parce que moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et ce voyage, ce voyage au pays des négociations de Copenhague, je suppose, nous a tous éclairés. En tout cas, personnellement, je me sens enrichi à l'issue de cette intervention. Je te suggérerais, Ronan, peut-être d'écrire quelque chose sur le sujet, parce que je crois que tout ce qu'on veut savoir sur les négos de Copenhague internationales, sans avoir jamais osé le demander, là, tu nous donnes un éclairage qui est extrêmement attractif. Enfin, c'est mon point de vue, et les autres s'exprimeront tout à l'heure. Donc encore merci de cette intervention. Pierre, tu veux dire un petit mot? Non? On vous passe la parole. Donc première, deuxième, troisième question. Merci Ronan, c'est tout à fait intéressant. Cependant, j'essaie de réfléchir sur la totalité de ton discours. Il a été très peu question, sinon pas du tout, des Nations Unies et de l'Union européenne dans ces négociations. Les Nations Unies, ça m'étonne pas. Personnellement, pour des tas de raisons, j'y crois pas tellement. Quand on voit comment les choses se décident en matière de droits de l'homme, etc., je la vois mal faire avancer les choses en matière d'environnement. L'Union européenne, ça me gêne plus. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la spécificité du rôle des instances de l'Union? Merci. Alors, il me semblait, je sais pas si soit il y a plusieurs questions de même type, ou on fait un direct. Oui, peut-être deux, trois questions. D'accord, oui, ok. Si c'est dans le registre, ce serait bien. Oui, Maurice Kimendego, merci pour cette présentation. J'avais pu suivre les comptes rendus que sur Facebook, même si je suis pas ami, mais l'invitation est lancée. Je voudrais pas revenir sur la question, enfin l'introduction que tu fais sur le réchauffement climatique, enfin avec tout le débat qui est autour, avec les scientifiques, le GIEC, etc. Même si personnellement, je pense que comme il est dit, enfin je sais pas, les sceptiques disent qu'il est impossible de modéliser le climat. Je pense que sur cet aspect-là, je suis assez d'accord. Mais la question que je voudrais poser, en tout cas, c'est de savoir si pas l'échec, mais les difficultés, l'une des difficultés donc du débat de Copenhague, n'est-ce pas parce que simplement l'humain ou le progrès humain n'a pas été placé au centre de ces négociations? Voilà la question que je souhaitais poser. C'est une autre question dans le même registre, peut-être, un peu globale.
c'est pas forcément dans le même registre. Donc pour les choses soient claires, je représente le mouvement national de lutte pour l'environnement au Conseil de développement. Je suis d'accord avec 95% de ce que vous avez dit, en particulier sur Allègre. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la FNAC, c'était bien présenté, puisqu'il y a le bouquin d'Allègre, et puis à côté, il y a la pile des bouquins qui apportent l'accord sur lequel la communauté scientifique est arrivée. Alors, nous n'attendions pas grand-chose de Copenhague, parce que c'est pas parce que les scientifiques le prouvent que les États suivent, mais néanmoins, à l'échelle historique, on a l'impression qu'il y a une évolution positive. On sait très bien que l'ordre mondial actuel, comme les grandes multinationales, sont capables de se verdir, et c'est pas pour autant qu'ils sont prêts de reconnaître la notion de dette climatique. Alors donc, je suis d'accord, moi, sur l'essentiel. Je serais un peu moins pessimiste sur la Chine. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait y revenir. Les graphiques, on sait bien que si on représente l'intensité énergétique par rapport à un PIB, par rapport à un habitant ou par rapport au total de la production, on n'a pas les mêmes graphiques. Alors si on rapporte aux Chinois, à l'individu de Chine, on est à, selon mes informations, 1,4 tonnes de CO2. Mais peu importe les chiffres, on peut se battre. C'est important les chiffres quand même. Oui. Dans cette affaire, en tout cas, c'est central. Alors deuxième question, par exemple, pour évaluer l'empreinte énergétique d'un Chinois, qu'est-ce qu'on fait du transport maritime entre la Chine et les autres pays? À qui on l'impute? Est-ce qu'on l'impute à la Chine ou est-ce qu'on l'impute au pays qui reçoit? Dans le cas de la France, dans ce cas-là, on passe de 154 millions de tonnes de CO2 à 167 millions de tonnes de CO2. Alors là, c'est quand même pas non plus, c'est pas mince. Et du coup, la France redevient négative, quoi, en quelque sorte. Et donc, selon nos informations, on peut être un peu moins pessimiste sur la Chine dans le cadre du basique. L'action avec le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine. C'est ce que je viens de faire. Donc, Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine, ce qui représente quand même une bonne partie de la population. Donc, mais pour le reste, d'accord, sauf peut-être sur la Chine. Je crois qu'il y a une prise de conscience en Chine en ce moment. On est d'accord, c'est catastrophique, totalement catastrophique. Alors, c'est vrai que quand on construit un grand barrage en Chine, on a les mêmes problèmes que pour les grands barrages au Brésil, quoi. Voilà. Alors bon, peut-être on s'arrête là et tu essaies de parce que là ça fait faire le plus concis possible. Ouais, on peut faire un colloque sur chacune des questions. Oui, c'est pour ça que je me permets de dire. Donc il y aura des frustrés, on accepte ça, tant pis. Parce que bon, désolé. Je voudrais partir. Donc je vais reprendre dans l'ordre. Il me semble quand même. Alors, il me semblait que j'avais parlé de l'Europe quand même, parce qu'en prenant mon image du gentil qui laisse les deux derrière se battre, j'avais l'impression que je parlais justement de cette attitude européenne. Donc je vais juste le compléter sur le fait que dire Copenhague dit l'Europe du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé je vais à la serpe sur l'histoire du monde du XXe siècle. Mais l'Europe, c'est quand même la grande responsable, les Français et les Allemands en particulier, mais pas que, tous les Européens globalement, du tragique du XXe siècle. 2 guerres mondiales, et pas des petites. Et donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la fois les Européens n'ont plus une capacité de puissance suffisante, mais il y a aussi une culpabilité européenne. Et les deux ensemble, ça donne finalement le fait qu'on laisse les clés de gendarme du monde aux Américains. En disant, c'est les Américains qui vont réguler. Il y a la guerre froide au milieu, donc je suis vraiment schématique, on est d'accord. À la fin du XXe siècle, en tant qu'Européens, on laisse en plus les Chinois financer le gendarme du monde avec tout le système sur les bons du Trésor. Donc, les Européens acceptent ce monde-là, qui est un monde où finalement il y a un gendarme, c'est les États-Unis, un financeur du gendarme, c'est la Chine, et des Européens déjà peu d'accord entre eux, mais je pense qu'ils ont tendance à l'instrumentaliser, leurs propres désaccords internes. Moi, je pense que là-dessus, on pourrait creuser un peu, et qui se positionnent en spectateurs, fondamentalement en spectateurs du monde, ou quasiment. Sur la scène internationale, c'est en partie ça quand même, qui font quand même des affaires dans ce monde-là.
Ça reste des grandes puissances. C'est-à-dire, c'est pas parce que on a accepté de manière assez cynique qu'une partie de la population européenne n'ait plus de place dans le partage économique de la planète et la division du travail international, qu'on n'est pas resté dans un ensemble riche et qui fait du business et beaucoup de business. Hein. Donc l'Europe n'est pas une puissance marginalisée en termes économiques et elle a tendance vraiment à tout faire pour ne pas se faire remarquer. Je trouve qu'il y a un seul exemple de ça, c'est l'utilisation des chiffres et des statistiques. Vous ne voyez jamais de comparaison, ou quasiment jamais, Europe, Chine, États-Unis. Vous voyez des tas de palmarès qui disent États-Unis, Chine, Allemagne, France. Donc on éclate la statistique européenne. Et on crée l'idée que c'est pas l'Europe qui existe en tant que telle, mais chaque pays. Donc du coup, c'est des petits. Or, c'est pas vrai. Tout cumulé, l'Europe c'est le plus gros en termes de PIB, en termes économiques. Et l'Europe ne peut-être pas. Moi, c'est mon espoir. Je pense que je parle à beaucoup d'Européens convaincus dans cette salle. C'est que l'échec de Copenhague dit aussi ça, dit à l'Europe, ça ne peut plus fonctionner sans une Europe puissance qui s'assume comme un des régulateurs mondiaux, qui a certainement toujours, je sors peut-être là du descriptif pour donner une opinion personnelle, le modèle le plus adapté aux grands défis du monde en termes de fonctionnement de système démocratique et de système de régulation. Donc il y a un modèle qui reste exportable, mais qui ne joue pas son rôle régulateur. Et peut-être qu'avec Copenhague, avec l'émergence des grandes questions environnementales comme question clé de la régulation internationale, l'Europe va devoir sortir du rôle qu'elle s'est fixé ou qu'elle a subi dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais en tout cas, c'est un peu mon espoir et je voudrais qu'on ait peut-être une discussion là-dessus, vraiment de se dire, bah voilà, maintenant que c'est bloqué, on peut plus se contenter de dire vous êtes pas gentil, nous on veut bien être gentil, mais tout de même on menace jamais personne et on joue pas notre rôle là-dessus. Hein, donc, je crois que je l'avais déjà dit, mais ça me permet de le redire. Alors j'ai moins parlé des Nations Unies, c'est vrai, même si Copenhague, ça n'est que les Nations Unies, juste pour dire que on n'en sortira pas, là aussi, sans les Nations Unies. C'est-à-dire que je trouve qu'on a passé trop de temps à dire le bordel organisationnel. J'ai parfois un langage de charretier, mais comme ça, moi, je suis compris facilement de Copenhague. Oui, c'était n'importe quoi, y compris humainement. Les gens ont été extrêmement maltraités. C'était pas les vacances. Je peux vous dire que c'était pas les vacances. Qu'il y a des gens qui sont arrivés après avoir traversé l'Atlantique ou l'océan Indien après 15 heures, 20 heures de vol et qui se sont tapés 10 heures de queue dans le froid de Copenhague l'hiver sans même une bouteille d'eau ou le droit d'aller aux toilettes parce qu'ils perdaient leur place pour pouvoir rentrer. Et quand on vient de faire 15 heures de vol, qu'on a trouvé un financement pour y aller, les 10 heures de queue, on les fait. On n'a pas le choix, on les fait. Et moi, j'ai vu une personne un peu âgée qui est tombée devant moi. Boum. Voilà, c'était quand même ça. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc cette difficulté organisationnelle qui a donné lieu d'ailleurs à une excuse officielle d'Ivo Debord pour le secrétariat de l'UNFCCC, qui est la structure de l'ONU qui suit la négociation, c'était n'importe quoi. Et évidemment, sans 90 États qui négocient ensemble, ça peut être aussi facilement n'importe quoi pour tout bloquer dans une négo. Mais c'est pas pour ça qu'on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé pour des raisons réelles, structurelles. Ça n'a pas aidé, mais c'est pas le fond. Et notamment, je crois qu'il est clair qu'on n'en sortira pas sans les Nations Unies. Les Nations Unies ont quand même fourni le GIEC, c'est-à-dire l'expertise scientifique internationale, ce qui n'est pas rien dans cette négociation. Les Nations Unies avaient permis Kyoto. Demain, si la Chine, l'Europe et les Américains trouvent le point d'équilibre, je peux vous dire que la négociation, elle sera bouclée, même si il y aura des difficultés annexes sur quelques pays, on y arrivera. Et donc, il faut surtout pas désorganiser, moi je crois, le système des Nations Unies, même s'il est anormalement pesant avec ses lourdeurs et son caractère insupportable, c'est quand même bien par les Nations Unies qu'on y arrivera. Ça je crois que là-dessus, ça me semble une évidence en suivant la négociation, en discutant avec beaucoup de délégations. Pour beaucoup de délégations, il n'y a que les Nations Unies.
et notamment pour les pays du Sud. Donc là, je crois que ça ne sert à rien de fragiliser le processus onusien. De toute manière, ça sera processus onusien ou rien. Et donc, il faut toujours l'améliorer. Il est énormément améliorable, mais ça passera par là. Donc j'ai répondu qu'à 2 points sur 5, je suis conscient. La Chine dans la foulée. Vous en avez parlé de l'Europe. Je suis d'accord. Je sais pas si j'ai été pessimiste sur la Chine. J'ai dit la Chine a voulu y retourner. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pas pessimiste. Je suis convaincu aussi. Je sais pas si c'est l'opinion publique chinoise, mais en tout cas que les dirigeants chinois veulent un accord sur le chinois. Ce qui fonde un peu la caste dirigeante chinoise, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, c'est qu'elle n'aime pas l'instabilité. Or, le climat, c'est une instabilité. Donc, il faut quand même essayer de trouver une réponse à ça. Peut-être là aussi que la Chine a joué à Copenhague sa dernière carte pour tester jusqu'où les autres étaient prêts à aller. Ça s'est joué aussi à Copenhague. C'est-à-dire, par exemple, quand les Européens disent « vous voulez pas y aller du tout », alors nous, on bloque sur Kyoto. C'était aussi le dernier moment, peut-être, de blocage, où les uns et les autres se testaient là-dessus, et que la Chine a échoué dans sa stratégie qui était d'aller... Je suis trop long. Mais d'aller dans sa stratégie ouais, c'est difficile de faire plus court sur ces questions-là, de faire l'effort par les autres. Je crois que ça c'est fini. C'est-à-dire que la Chine a dû comprendre que elle devrait participer à l'effort. Excuse-moi, mais à ce point de ton propos, je pense qu'il faut que tu parles du basique. Oui, alors sur le basique, donc le rassemblement des 4 grands émergents. Le basique a été un acteur effectivement. Alors non, mais ça a été dit, mais je peux le redire. Donc c'est le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et le Soudan. Le Soudan qui ne fait pas partie des gros, mais qui préside le G77. J'ai dit l'Inde, oui. Donc ce basique-là avait fait avant Copenhague un premier texte justement de tentative de compromis. Les Danois qui m'ont très mal présidé, on n'a pas parlé des Danois non plus, mais honnêtement, il y a tellement de trucs dans cette négo que les Danois n'ont pas aidé la négo non plus, mais le basique avait fait des propositions effectivement assez pragmatiques, qui étaient pas loin de l'idée de dire, bon voilà, on peut aller jusque-là aujourd'hui à peu près. Après, je crois quand même que la Chine domine cette affaire, vraiment beaucoup, parce qu'en tonnes CO2, c'est pas la même chose, et que donc c'est bien quand même avec les Chinois qu'on se mettra d'abord d'accord. Il y a eu 2 stratégies là-dessus. Ça, j'en ai pas parlé non plus. Il y a une stratégie quand même semi-européenne. C'est-à-dire, il y a une stratégie France, Grande-Bretagne, Allemagne. Dans l'année qui a précédé Copenhague, qui a été une stratégie d'encerclement de la Chine. C'est-à-dire, les Français ont développé des liens avec le groupe Afrique francophone du G77, autour d'une bonne idée de Borloo d'ailleurs, qui est de dire on doit mettre des moyens d'accès à l'énergie alternative, renouvelable et de développement pour les pays du Sud, pour essayer de les sortir d'un G77 purement oppositionnel et purement en soutien à la Chine. Et la France a cherché à casser le basique par un lien spécifique avec le Brésil. Donc la France a joué Brésil, Afrique francophone, et en parallèle et de manière coordonnée, la Grande-Bretagne a joué le Commonwealth et l'Afrique du Sud. Ce qui était une vision du monde d'ailleurs intéressante dans sa datation, quoi. C'est la France-Afrique et le Commonwealth comme vision prospective du monde de demain, c'était quelque chose quand même. Mais tout ça, c'était quand même une volonté d'essayer de casser le G77, c'est-à-dire les émergents plus les autres pays du Sud, pour faciliter l'accord. Ça a été un échec. Ça, c'est clair qu'au final, l'ensemble des pays du Sud sont restés solidaires et notamment sont plutôt restés solidaires de la Chine, qui est pourtant enfin le Mali et la Chine, ils vivent pas dans le même monde, c'est évident. Mais effectivement, le G77 a tenu. Et je crois qu'il a tenu parce que effectivement n'était pas sur la table. Et ça, les Occidentaux n'en voulaient pas. Cette idée
qui est que, alors on peut partir de l'histoire en disant vous êtes responsable historiquement, et aujourd'hui les Européens disent en regardant les chiffres, d'accord c'est gentil mais ça suffit pas pour régler le problème, ou on peut partir du résultat final. Et le résultat final, c'est que chacun sur cette planète a à peu près les mêmes droits, c'est-à-dire il faut partager l'atmosphère, 1 tonne ou un peu plus pour chacun. 2 tonnes globalement. Ce qui est un peu vers quoi les Chinois voulaient aller. Et là aussi, le Nord a plutôt bloqué en n'étant pas prêt à aller aussi loin dans le partage de l'atmosphère. Et la solution, ça va être probablement quand même d'aller vers la deuxième solution, c'est-à-dire partir du résultat final pour imposer aux Chinois et aux émergents des efforts tout de suite. Mais ça veut dire qu'à partir de là, notre rapport à la Chine change. Et donc, je pense qu'on va être assez d'accord. C'est-à-dire, moi, je crois qu'on peut se mettre d'accord avec les Chinois. Je pense que les Chinois sont des gens pragmatiques, qui sont dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le coup nourri de Confucius, il regarde à 2000 ans et il pense pas au monde tel qu'il est aujourd'hui. Allez vous balader une fois en Chine, c'est pas ce que vous ressentez quand même. C'est quand même un grand pays athée, donc où le dieu consommation a une place forte, évidemment, pragmatique, athée. Moi, je trouve qu'avec l'Europe, on devrait pouvoir se mettre d'accord avec les Chinois, finalement. Mais non, mais c'est intéressant. Culturellement, si on se disait, mais les Chinois sont peut-être culturellement beaucoup moins loin qu'on ne l'imagine de nous. Là, je mets un truc, ça c'est une opinion personnelle, hein, je sors du descriptif de Copenhague. Mais si on disait ça, si on cassait la représentation, où on se dit ils sont dans des logiques millénaires, ils sont dans un autre monde, l'individu ne compte pas. Enfin, l'individu ne compte pas et vous baladez dans une rue de Ganzhou et puis l'individu, on lui vend le fait d'aller se faire photographier sous la Tour Eiffel avec sa dulcinée. Alors, je trouve que c'est pas si différent, c'est pas si loin quand même, hein, au final. Et c'est bien ça qu'on cherche à lui vendre. Donc c'est bien ça qui le fait fonctionner. Donc moi je pense qu'il faut qu'on revoie les rapports avec la Chine, qu'on soit plus ferme que ce que vous avez dit par contre sur l'effort chinois, parce que les chiffres disent pas ça tout à fait. C'est vrai que 1,3 milliard de Chinois, on divise des émissions, ça descend. Si on raisonne sur les 300-400 millions de classes moyennes chinoises, elles sont dramatiques en termes d'émissions de CO2. L'organisation énergétique chinoise fait qu'aujourd'hui un Chinois de classe moyenne à confort égal émet plus qu'un Européen. Donc quand même, ils sont pas non plus, on peut pas les exonérer de ça. Et par contre, si on va au bout de la logique et qu'on cherche un accord avec les Chinois, il est clair que les Chinois, et ça c'est un discours qui ne passe plus dans les cercles européens aujourd'hui, ont besoin d'aide. Et ça a été dans la négo à Copenhague. Ça n'a pas été beaucoup dit. Mais les Chinois ont continué à dire, nous, on peut pas y arriver seuls, il nous faut du transfert de technologie, on veut de l'aide. Et alors là, les Européens, les Américains leur disent, attendez, on a déjà vu le film, on vous file les technologies et derrière, vous nous submergé et on est perdant. Donc ça ne s'est pas fait. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de dire que dans le point d'équilibre, il y a aussi le fait certainement d'avoir des relations économiques avec la Chine qui soient stabilisées dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a aussi des comportements économiques voyous chinois qui ne peuvent plus fonctionner dans le monde de l'accord qu'on cherche à dessiner. Mais voilà, donc moi je crois effectivement que la Chine est un acteur possible de cette affaire, parce qu'il a peur et parce qu'il n'est pas si loin aujourd'hui. Et les autres émergents, si la Chine bouge, ça sera obligatoirement moins compliqué. Hein. Donc c'est pour ça que je raisonne moins basique. Je suis d'accord pour dire je raisonne moins basique que Chine, parce que j'ai l'impression que c'est quand même en partie comme ça que ça continue à se jouer aujourd'hui, y compris du fait de la puissance économique financière chinoise d'investissement que n'ont pas les autres non plus encore. Voilà. J'ai pas répondu à tout, mais il y avait une question qui était quasiment philosophique autour de ce monde de demain. C'est la question clé. C'est-à-dire, je vais être très optimiste. Sinon, c'est même pas la peine. Hein. Il y a quelques conférences. J'hésitais ce soir de la faire dans ce sens-là, mais je l'ai pas fait. Je l'ai fait de manière plutôt classique. Des fois, j'ai fait une conférence sur le climat
où je ne fais qu'égrener à quel point le changement climatique est une chance inespérée. Évidemment, ça peut provoquer quelques surprises par rapport à ma présentation de ce soir. C'est pas la seule crise environnementale. On est sur une planète finie maintenant, on en est sûr. Ça, je pense que tout le monde l'a admis. On est en compétition pour l'ensemble des matières premières. Bon, quand on est en compétition pour un truc, qu'il n'y a pas de régulation, on a connu ça depuis la nuit des temps. C'est le plus fort qui tape sur la tête du faible, qui lui dit pousse-toi et qui prend. Notre monde est en lisière de ça aujourd'hui. Il y a eu les guerres du pétrole, même récentes, elles disent quand même toujours ce monde-là. C'est-à-dire une compétition évidente pour les matières premières. Peut-être une compétition demain pour la terre. Aujourd'hui, elle est capitaliste, cette compétition pour la terre. Elle peut être guerrière aussi. Et l'eau, évidemment, et l'eau. Le grand avantage du réchauffement climatique, c'est qu'il ne rentre pas dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est une interdépendance mondiale comme jamais. C'est-à-dire nos émissions peuvent impacter au Bangladesh. Si les Africains du bassin du Congo coupent leurs arbres, ça va faire monter l'eau dans le pays bigoudin. C'est un monde d'interdépendance. Et la seule réponse sur le climat, c'est fondamentalement l'accord mondial. Et on ne peut pas imaginer qu'on ait un accord mondial sur le climat, c'est ce que j'ai passé mon temps à dire ce soir, si on n'a pas de désaccord sur le reste. C'est-à-dire que le climat nous fournit l'opportunité d'une régulation mondiale qui devra nous servir et qui peut nous servir en parallèle sur les autres questions de tension et qui sont là plus classiquement des questions de compétition. Et peut nous éviter donc que sur les autres problèmes de finitude de la planète, la compétition exacerbée dérape à un moment, comme d'habitude, par quelque chose qui sera beaucoup plus violent d'une manière ou d'une autre. Et de ce côté-là, donc ça répond, je pense, à la question sur le bien commun et sur l'enjeu qui est derrière. Il faut qu'on s'adosse à la négociation climatique. Ça, c'est vraiment ma plus profonde conviction, qu'on s'adosse à la négociation climatique pour justement pousser l'idée d'une régulation mondiale beaucoup plus forte. Et de ce côté-là, c'est plutôt une opportunité. Et il faut continuer. On essaie de faire des questions brèves, en espérant des réponses brèves. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis pas tout seul à lire, mais c'est tellement intéressant en même temps. Mais bon. Alors, moi, je voudrais poser une question sur les solutions, parce qu'en fait, pour que ça soit crédible, il faudrait qu'on puisse se désintoxiquer un peu du charbon, du pétrole, etc. Or, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas beaucoup parce qu'on ne voit pas apparaître les solutions. Or, en Europe, nous avons inventé un peu tout ce qui produisait du CO2, de la machine à vapeur, du diesel, du moteur à explosion. On a pour autant en Europe aussi les meilleurs énergéticiens, motoristes, les marques, etc. Et pour autant, on ne voit pas vraiment une volonté européenne. Bon, là, j'ai bien entendu le discours. En gros, on est là, on n'est pas mauvais élèves, on est gentil et tout, et on laisse passer le train. Et on ne voit pas se mobiliser des moyens véritables. Le seul projet de recherche partagé entre Européens, c'est ITER, et qui n'est même pas un projet européen. C'est parce que les Américains, les Japonais et les Russes s'y sont mis avec nous que c'est devenu européen. Donc, on ne consacre pas vraiment les milliards nécessaires, alors qu'on a peut-être des solutions à proposer. On a des responsabilités, on a aussi peut-être des solutions. On a des solutions. Voilà. Toujours question courte, j'essaie de le répéter, je ne suis pas suivi de succès souvent. Non, mais je crois que je vais me permettre de pas abonder dans ton sens. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on prenne le temps du débat, même si on prolonge un peu, parce que quand on est dans des questions vraiment complexes, je pense que de faire des questions un peu longues et du coup des réponses aussi longues, je pense que c'est des fois nécessaire. Donc moi ça, j'assume le fait d'être désagréable. Oui. Donc je défends, y compris les questions un peu longues. Le climat, globalement, pour une bonne partie, on sait faire.
hein. Je reprends toujours ma célèbre queue de cheval du plan climat nantais, quantifié action par action. Il n'y a rien d'inaccessible là-dedans. Alors c'est de l'effort quand même, hein, c'est pas tout à fait rien, mais il y a rien d'inaccessible. Si on réhabilite l'ensemble du parc ancien de l'agglomération nantaise, il n'y a pas de difficulté technique. Après, il y a un niveau de mobilisation financière, économique très important, mais il n'y a pas de difficulté technique majeure. C'est fondamentalement, moi, ce que j'appelle, en écho à la question précédente, une économie de maintien de la paix. C'est-à-dire, c'est notre capacité à mobiliser l'ensemble d'un appareil industriel pour apporter dans un délai relativement court, parce qu'on n'a pas un temps énorme devant nous, une réponse à un défi. Mais on n'a pas à inventer ITER. On n'a pas besoin d'ITER. Réhabiliter, garder les habitants dans la ville, les amener vers le transport public, faire en sorte qu'ils aient moins besoin de chauffer, décentraliser au maximum la production électrique pour permettre de transférer une partie des consommations énergétiques vers l'électricité sans faire de tranches nucléaires inutiles. C'est pour mon camarade sur ma gauche. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. C'est simplement une volonté, une mobilisation d'un appareil industriel, une organisation européenne qui existe quand même en partie. Aujourd'hui, si, elle monte, cette organisation européenne. Elle monte, je pense que dans pas mal de secteurs, elle est en train de monter. Et l'Europe a déjà des résultats qui montrent que le cercle vertueux est possible. La question, c'est comment aider effectivement les Chinois aujourd'hui à aller vers ça. Est-ce qu'on peut muter l'appareil de production électrique chinois sans passer par la case nucléaire? Comment on fait? Quel transfert, quels besoins financiers ils ont pour le faire? Ce genre de questions sont vraiment posées. Préserver la forêt, c'est qu'une question financière à peu de choses près. C'est-à-dire arrêter de couper de la forêt primaire, c'est fondamentalement une question financière. Ça veut dire un équilibre alimentaire mondial à créer. Ça, c'est certain que la question alimentaire mondiale est aujourd'hui une des questions clés du climat. Ça on le sait. Mais il n'y a rien là-dedans d'impossible. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'inventer un truc. On a besoin de mobiliser, ce qui est pas pareil. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le redire. Et même, je vais plus loin, et je me démarque de certains de mes camarades là-dessus, puisque vous savez tous quelles sont mes opinions politiques. On n'a probablement pas besoin de changer tant que ça de mode de vie. Je vais relativement loin. C'est-à-dire que on vit dans une maison isolée, ça ne nous change pas la vie. On prend moins la voiture pour se déplacer dans l'agglo et d'autres modes de transport. On ne change pas notre vie et notre représentation de vie. Donc c'est pas une rupture profonde. Et moi je trouve qu'on a tendance souvent finalement à avoir peur de faire peur sur le risque, et une tendance naturelle à en faire des tonnes sur la solution. Finalement, on terrorise sur la solution, alors qu'on devrait faire l'inverse. Et moi, je crois qu'on peut vraiment y arriver. C'est plus une question de mobilisation économique. Alors, finalement, c'est peut-être la démondialisation qu'il va falloir faire dans cette histoire, parce que on vit dans un monde globalisé, mondialisé, donc à travers les transports, à travers tout. Et donc après il y a l'histoire de le commerce, mondialisé. Donc quelle régulation là-dedans? Et puis après peut-être que si quelque chose de plus local pour nous ici localement, parce que c'est vrai que là c'était tu peux peut-être nous dire quelque chose. Oui, à travers ça, mais je sais bien qu'il y a des mesures pour économiser l'énergie, mais quelque chose qu'on peut ramener localement. Qu'est-ce que tu retires de Copenhague pour appliquer ici dans notre bonne ville de Nantes, par exemple? Tu veux que je fasse une réponse courte sur la politique publique? Non, mais je veux compléter sa question par une autre formule. Tu viens de dire il y a pas longtemps, il y a quelques minutes, que il y avait on avait un gros effort de mobilisation à faire. Alors moi, j'ai envie de reprendre sa question d'une autre façon. Comment tu exerces cette responsabilité-là que tu te donnes ici?
Oui. Voilà. Hein. Comment ça se traduit, par exemple, au niveau d'un plan climat de Nantes Métropole? Comment ça se traduit ou comment ça va se traduire? Mais je veux dire que je crois qu'on a pris, on a bien vu l'ampleur du boulot de mobilisation, si tant est que, puisqu'on sait effectivement que les solutions techniques sont là, mais comment on fait pour lever les autres obstacles, hein? Donc, en fait, depuis pratiquement un an, on ne travaille que là-dessus. C'est-à-dire que depuis un an, on a travaillé quasiment uniquement dans le cadre du plan climat de Nantes Métropole sur comment on mobilise. C'est-à-dire comment on fait pour que toute personne qui veut faire puisse faire. Ça, c'est vraiment... Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Toute personne qui veut faire, comment est-ce que les gens peuvent vouloir faire? Comment, je reprends une formule qui est pas de moi et que tu connais bien son auteur, c'est comment on peut faire un plan climat qui soit un plan climat désirable, c'est-à-dire qui représente un espoir et non pas des contraintes. Alors, il y a plein de questions différentes. Non, c'est pas les mêmes. Je vais reprendre ma casquette de praticien local. Alors, Copenhague me donne pas de réponse directe pour Nantes. J'y vais pas d'abord pour ça. Enfin, j'ai plein de lieux de colloques où on mutualise comment font les autres et on se nourrit les uns les autres. Ça fonctionne très bien dans les réseaux. Mais je vais fondamentalement à Copenhague pour pousser la négociation, parce que si j'ai pas d'accord mondial, tout ce que je fais localement sera en partie vain quand même, hein, au bout d'un moment. C'est parce qu'on tient les deux, le mondial et le local, que ça marche. Si on a qu'un des deux, c'est-à-dire un accord mondial sans application locale ou des applications locales disparates et pas d'accord mondial, on tiendra pas les objectifs quantitatifs. Donc, sur l'aspect local, notre sentiment aujourd'hui, et qui est partagé à l'échelle européenne, notamment la ville de Munich, j'ai découvert leur plan là-dessus le mois dernier, on avait engagé une note, et c'était marrant parce que ils sont arrivés exactement aux mêmes réponses. Notre idée aujourd'hui, c'est de dire, bon, il y a nos grandes politiques structurantes à l'échelle de Nantes Métropole, qui sont connus dans les tuyaux, la politique transport, par exemple, c'est une politique ancienne qui continue, les chronobus, donc politique structurante. On a maintenant une politique de l'énergie, on a fléché les réseaux de chaleur, qui sont certainement notre principale capacité en termes de CO2, énergie sur le territoire le plus facile. Donc on a un certain nombre de politiques structurantes, la densification urbaine, on sait que ça c'est essentiel, plus on a d'habitants dans l'agglo, mieux c'est, puisqu'ils émettent beaucoup moins que des gens qui sont des Nantais mais qui habitent à 30-40 km de Nantes. Bon, ça c'est des politiques structurantes connues, adossées au PLH, plan local d'habitat, au PDU, programme, au plan de déplacement urbain. Vous connaissez ça, vous avez d'autres élus qui viennent régulièrement vous présenter ça. Donc on a ces politiques structurantes là, qui continuent, qui sont étalonnés à la hauteur de l'enjeu. D'ailleurs, dans le plan climat tel qu'il est aujourd'hui, toutes les politiques publiques de Nantes Métropole doivent être évaluées sous un angle CO2. Même toute action aujourd'hui. C'est-à-dire toute action menée en interne, tout projet qui est généré par les services de Nantes Métropole, on l'évalue en termes de CO2, qu'est-ce qui nous permet d'économiser ou pas. Donc ça c'est quelque chose de fait, de connu, avec un effort de sensibilisation et de commande politique très forte. Hein, et pas que du vice-président, aussi évidemment du président, sinon ça marcherait pas. Mais notre sentiment aujourd'hui, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si l'ensemble du territoire n'agit pas sur la totalité de ses responsabilités, je change mes fenêtres, je change mon process énergétique pour une PME, on n'atteindra pas les objectifs. Et donc, ce qu'on cible dans cette nouvelle phase du plan climat, en plus des politiques publiques, ça ne nous exonère pas de politiques publiques extrêmement ambitieuses, c'est effectivement de se dire comment on accompagne ça. Alors, pour répondre à la question de Pierre, on vient de faire un sondage qui a été peu finalement médiatisé. Alors, on a un peu raté notre médiatisation. Un sondage avec TMO pour la mise en place de l'atelier climat qui va accompagner 150 ménages pour essayer de mieux comprendre finalement les comportements climat de chacun dans cette ville. Fait un sondage sur 2500 personnes. C'est un des sondages probablement les plus qualitatifs, les plus poussés sur les Français et le climat, qui a été fait dans cette agglomération. Et qui dit un niveau de sensibilisation
élevé aujourd'hui. Donc on n'est pas, je pense qu'on n'est pas dans la question de est-ce que notre plan climat est désirable ou pas. On est dans le fait que globalement il est politiquement soutenu. Alors ça c'est très net. C'est-à-dire les citoyens nous demandent d'agir sur le climat. Même en pleine vague climato-sceptique et allègre à la télé tous les jours, les gens nous disent non, nous on est inquiets, on est préoccupés et il faut que vous agissiez. Donc on a une commande politique. Et un sondage ne dit pas une commande politique, heureusement, mais malgré tout, ça conforte le fait qu'on sent que ça correspond à une volonté, je ne sais pas si c'est un désir, mais en tout cas une commande des citoyens par rapport à leurs élus. Maintenant, il faut les aider parce que je veux changer mes fenêtres, ça ne suffit pas. Donc derrière, je vais voir un espace info-énergie. Si cet espace info-énergie est sous-dimensionné, déjà, j'ai mon rendez-vous dans 3 mois, ça va être difficile. Est-ce que si je vais voir ma banque derrière, ça va être compliqué ou pas ? Quelle est l'ingénierie financière d'accompagnement de tous ceux qui veulent agir ? Ça, par exemple, c'est un point sur lequel on travaille aujourd'hui beaucoup. On y travaille avec les organismes bancaires internationaux. On est en contact avec la BEI. J'ai vu la Caisse des dépôts encore cet après-midi. On essaye de trouver les formes techniques d'accompagnement qui fait que ça sera facile demain d'agir. Alors j'ai une réponse finalement pas tellement culturelle au sens désirable, j'ai une réponse déjà très technique, parce que je crois que c'est sur l'aspect technique qu'on a de vraies difficultés. Je vais prendre un autre exemple sur lequel on est en train de travailler. Les copropriétés. C'est un bon exemple, les copropriétés. Vous avez dans une copropriété 50 logements. Imaginons qu'on ait 4-5 familles sensibilisées qui ont envie d'agir, qui regardent, qui voient les rideaux bouger quand il y a du vent, qui se disent ça va pas. Elles y arriveront pas. Où est-ce qu'elles vont trouver le temps de convaincre les 45 autres familles ? C'est énormément de boulot. Et puis c'est en plus avec les voisins, il y a certains qu'on aime bien et puis l'autre nous empêche de dormir la nuit. Ça fait 6 mois qu'on ne parle plus. Donc c'est compliqué. Et ben là on va mettre des gens. Là on va mettre du médiateur. On crée à Nantes Métropole quasiment là-dessus sur la médiation pour les copropriétés, pour les entreprises. On mobilise vraiment tous nos outils entre 15 et 20 équivalents temps plein. C'est unique en France. Alors ça, je peux vous dire, j'ai eu l'occasion de le présenter déjà 1 ou 2 fois à mes collègues. On est à un niveau de mobilisation du territoire unique parce qu'on est convaincu que spontanément, il suffit pas qu'on dise aux gens désirez l'action pour qu'elle se fasse. On a énormément de verrous techniques en conseil, en ingénierie financière qui font que seuls les plus motivés finalement arrivent au bout. Et nous, on veut justement que tous, même ceux qui sont juste un tout petit peu motivés, arrivent au bout aussi. Et donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, plus une action structurante avec les acteurs du territoire. Un certain nombre d'entre vous sont invités à partir de là, évidemment, qu'on a un groupe de réflexion logement, un groupe de réflexion développement économique, un groupe de réflexion transport, pour justement structurer les filières, voir comment faire. Et je vais vous prendre un exemple, on les a mis en place récemment. Le groupe développement économique, c'est moi qui préside cet atelier. Moi, j'étais déjà sur des questions macroéconomiques, de taux d'intérêt, de retour d'investissement, d'accès au financement bancaire. Et les présidents de clubs d'entreprises qui étaient là m'ont pas dit non, ça c'est pas intéressant, mais ils m'ont dit nous déjà on a un problème de comportement de nos salariés dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des outils d'aide et de sensibilisation là-dessus, et comment on peut mutualiser les entreprises qui auraient trouvé le truc pour que tel salarié qui a trop chaud alors que le chauffage est à fond n'ouvre pas la fenêtre. Donc ils sont dans des préoccupations plutôt infra par rapport au niveau que nous on a tendance à aller des fois trop vite, c'est moi une tendance naturelle, mais je crois qu'on est, mais voilà, donc je suis long dans ma réponse, mais on est vraiment complètement là-dedans et on passe beaucoup de temps aujourd'hui avec les services, et moi aussi. Je ne suis pas que dans les airs ou dans les trains, sur cette mobilisation-là. Parce qu'il faut créer effectivement une culture de territoire globale et diagnostiquer tous les verrous.
tous les verrous, tous les endroits où ça bloque, pour les faire sauter les uns après les autres. Et c'est beaucoup de temps, beaucoup de proximité, donc beaucoup de moyens humains de Nantes Métropole délégués. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'action plan climat de Nantes Métropole en termes d'animation du territoire, c'est quasiment 30 équivalents temps plein. C'est un vrai service qu'on a créé. On va peut-être prendre la dernière question, le retournant. Donc qui souhaite Gabriel, je sais qu'il voulait. Je juste dire une chose et poser juste une question, mais qui pourrait relancer le débat pour le reste de la nuit. L'observation, c'était qu'on a le son de l'intervention de Renan Dantec, donc elle vous a intéressé, je pense. Donc on la mettra en ligne sur le site internet, donc vous pourrez la réécouter et ceux qui n'étaient pas là pourront l'écouter. Non, il n'y a pas vraiment de gros mots. Moi, j'avais juste une question, mais quand je dis qu'elle peut repartir pour le reste de la nuit, je voudrais faire le parallèle avec une intervention qu'on avait eue il y a quelques années de Jean-Marc Jancovici, qu'on avait invité, donc qui avait dit un certain nombre de choses sur le climat dont on peut faire un parallèle. Et moi, ma question, elle est extrêmement simple, et c'est est-ce que la démocratie est un système qui est bien outillé pour faire face à des enjeux de cette taille? Oh là là. Oh là là. On vient pas pour rien, on fait pas le déplacement. Ouais, voilà. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci. Ça, c'est une réponse courte. La réponse est oui, parce que on est au cœur d'une certaine idée du bien commun. C'est même un humanisme. L'action climat, c'est fondamentalement un humanisme. C'est-à-dire, on cherche quand même à s'intéresser au devenir d'un certain nombre de gens, présents, futurs, proches, pas proches. Et moi, j'ai quand même tendance à penser que ce qui conforte le plus l'humanisme, tu pourras essayer de me démontrer le contraire, c'est pas gagné, c'est quand même la démocratie. C'est quand même plutôt un système qui culturellement conforte cette envie d'être dans la solidarité vis-à-vis d'autres proches et lointains. Elle peut avoir des pesanteurs. Elle est quand même aussi, quoi qu'on dise, c'est pas pour rien que la corruption se développe plutôt dans les systèmes non démocratiques. La démocratie est responsabilisante sur nos comportements individuels, et c'est quand même au cœur de la réponse. Donc doublement oui, la démocratie et globalement le système européen est une bonne réponse. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, c'est quand même plutôt l'Europe qui a les meilleurs résultats. Merci beaucoup. Je suis désolé peut-être de devoir clore maintenant les débats. Ceux qui restent, je crois qu'il y a quelque chose. Non, on n'a rien de prévu. Non. On n'a rien de prévu. Bon, il n'empêche que ceux qui veulent discuter, si Ronan nous fait l'amitié de rester encore un peu, pourront le faire. Tu veux dire un mot, Pierre, de fin, ou non, ça va comme ça? Moi, j'avais des questions, je les retiens, mais c'est un petit peu, est-ce que la crise économique n'a pas fait capoter quelque part la crise financière, d'abord économique aussi sous-jacente, a pas été un des facteurs d'échec, hein, enfin voilà. Et puis deuxièmement, est-ce qu'au fond tout ça tourne pas autour de deux questions, gouvernement de l'Europe et puis gouvernement mondial, quoi? Oui, alors ça je crois que j'y ai répondu, donc j'y reviens pas. La crise économique, moi je crois que c'est compliqué. Évidemment, ça jouait dans l'attitude chinoise, par exemple. C'est certain. Elle était présente, la crise économique. C'est sûr qu'elle n'était pas facilitatrice. Mais peut-être que ce qu'on n'a pas tout à fait encore réussi, mais ça fait partie du deal global, c'est bien d'expliquer comment finalement la mobilisation et la réponse coordonnée climat va être aussi une réponse à la crise économique, à la fois directement par une forme de développement économique vert et vertueux, mais aussi par le fait que fondamentalement, c'est quand même ça, on peut finir là-dessus, la crise économique, l'aberration du système financier qui quand même est en train de faire de plus en plus consensus, quelque part, ça monte, y compris chez les chefs d'État. Cette crise, elle est née d'une aberration financière. Eh ben, je crois que le climat dit la régulation. La réponse à la crise économique telle qu'elle est née d'une aberration financière dit aussi la régulation. Donc moi, je suis convaincu qu'on est plutôt en frontière ou en lisière d'un monde plus régulé.
Et tout ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça qu'on passe du temps sur l'international, même si pendant ce temps-là on s'occupe moins des trottoirs nantais, c'est bien pour ça. C'est pour dire demain un monde plus régulé. Et c'est bien l'enjeu.